Bonjour, bon lundi, bienvenue à l'émission. J'ai appris ce matin qu'on annonçait de la neige cette semaine. Je vais quand même tenter de garder un sourire éclatant tout le long de l'émission, mais on est-tu assez tanné, maudit? Alors aujourd'hui, nous allons bien sûr revenir sur l'héritage controversé de Margaret Thatcher, qui est décédée à 87 ans. Pour les uns, c'était une femme courageuse qui a réussi à imposer des mesures nécessaires, mais impopulaires à son peuple. Pour les autres, c'est une femme intransigeante qui était amie, par exemple, avec un dictateur épouvantable comme Augusto Pinochet. Donc, une femme qui a divisé la population, on revient là-dessus. Les anglophones du Québec ne sont pas contents, ne se sentent pas chez eux, ne se sentent pas bien accueillis, veulent peut-être sacrer le camp du Québec. Est-ce qu'on devrait se mettre à genoux pour les retenir? Est-ce qu'ils ont raison de se sentir mal accueillis? Est-ce que c'est de la parano? La souveraineté qui veut changer un peu son image? Est-ce que, justement, ça n'a pas besoin d'être un peu renippé, ça, d'être rajeuni, d'être modernisé comme image de marque? Mais tout d'abord, nous allons parler de Martine Desjardins. Je vais vous présenter tout de suite mes panélistes de la journée. Alors, Mathieu Bock-Côté, sociologue, chroniqueur au Journal de Montréal, dans nos studios à Montréal et à Québec. Dominique Moret, animateur Radio X, chroniqueur au Journal de Québec. Bonjour, Dominique. Bon midi. Alors, on va parler de Martine Desjardins, présidente de la FEUQ, Fédération des étudiants universitaires du Québec, qui accroche ses patins. Son carré rouge dans 3 semaines. Alors, avant de partir, elle a accordé une entrevue exclusive au Journal de Montréal. Elle était un peu plus tôt avec Mario Dumont aussi. Ici, elle n'a pas des mots très tendres envers la classe et Gabriel Nadeau-Dubois. Elle dit que la classe nuit au mouvement étudiant en refusant, par exemple, de dénoncer la violence. La question qu'on peut se poser, Dominique Moret, c'est que peut-être que la classe a refusé de dénoncer la violence, mais Martine Desjardins a refusé de dénoncer la classe aussi. Un petit peu en retard. Tu sais, on dit, l'expression, c'est quoi? C'est 1 heure plus tard dans Maritime. Oui. Là, c'est 1 an plus tard dans le monde de Martine. C'est un petit peu en retard, là. Martine est un petit peu en retard, un petit peu déphasée. Ça aurait été le fun qu'elle nous dise ça au cœur de la crise, qu'elle dénonce la violence, qu'elle dise, OK, on s'entend sur la cause des frais de scolarité, mais là-dessus, on est vraiment en désaccord. Ben non, elle a mis le corporatisme à l'avant, n'a pas eu la candeur. Pourtant, la candeur de la jeunesse, la candeur de l'étudiant. Moi, j'aurais aimé ça qu'elle arrive, là, et qu'elle dise, c'est épouvantable, Gabriel Nadeau-Dubois, la job qu'il fait, c'est épouvantable. Ben non, elle s'est fermée à boîte. C'est 1 an plus tard dans le monde de Martine. D'un côté, Mathieu, on dénonçait, les associations étudiantes dénonçaient le côté manipulateur, un peu hypocrite, un peu stratège du gouvernement libéral. Mais là, on voit qu'eux autres aussi jouaient un genre de solidarité de façade, mais que finalement, ils ne s'entendaient pas du tout. Mais en fait, on se doutait de ça. C'est-à-dire, il y a différentes perspectives dans le mouvement étudiant. Ce qu'on constate ici, c'est que pendant la crise étudiante, la classe est parvenue à prendre en otage tout le mouvement étudiant. C'est la classe qui imposait la ligne et les autres suivaient. Et Martine Desjardins, dans les circonstances, c'est un peu singulier. C'est-à-dire, elle a accepté, au nom du Front commun étudiant, de se taire. Donc, elle a, d'ailleurs, vous connaissez la formule de Jean-Pierre Chevènement, un ministre ou un chef politique, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Donc, elle a décidé de se taire. Ce qui est fascinant, c'est que dès qu'elle démissionne, mais pas pendant la crise. Elle démissionne 1 an plus tard. Elle veut en plus non seulement avoir mené la bataille, mais avoir la vertu de celle qui était pour la démocratie, contre la violence, contre les troubles sociaux. Donc, elle veut le beurre et l'argent du beurre et le cul de la fermière, comme on dit souvent. Alors, on ne peut pas tout avoir dans la vie en ce moment. J'ai l'impression que c'est une espèce de coup de bras au dernier moment à ses anciens collègues de la classe. Elle aurait pu avoir un peu de décence et se taire, justement, même aujourd'hui. Dominique, qui ne dit mot consent? Qui ne dit mot consent? Lorsqu'elle était à côté de Gabriel Nadeau-Dubois et qu'elle jouait la solidaire et qu'elle avait un sourire, alors que dans sa tête, elle se disait « Je suis contre les stratégies adoptées par ce gars-là, je suis contre leur tactique à eux autres », mais qu'elle jouait, c'est ça, là, une solidarité d'opérette, qui ne dit mot consent. On l'aurait applaudi en plus, Martine oui. Desjardins. On l'aurait applaudi. On aurait dit, parle-moi d'une championne, d'une leader qui s'élève. Mais non. Là, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle se trouve une job. Là. On ne se fera pas de cachette. Là, à un moment donné, 31 ans, le monde du travail l'attend. Peut-être qu'elle s'est mise à réfléchir au cours des dernières semaines et à se dire, ouais, d'après moi, ce serait peut-être bon que je me décolle un peu de cette image-là de Gabriel Nadeau-Dubois. D'où peut-être le changement. Hein, vois-tu, le changement d'opinion. Elle se dirige vers une carrière, on ne sait pas trop dans quoi. Et elle prend ses distances. Mais quand c'était convenable de se coller sur la bonne gang,
à ce moment-là, elle a fait du surf également sur les vitres cassées. On comprend qu'elle voulait pas ça, là, mais elle a fait du surf là-dessus quand même. Là. Et Mathieu, justement, tu sais, ce serait peut-être attendu de la part de jeunes leaders dont on vantait sur toutes les tribunes la jeunesse, la verdeur, etc., peut-être d'agir comme des jeunes politiciens, pas comme des vieux politiciens. Ouais, mais... Là, tu sais, ça jouait la solidarité alors que c'était pas solidaire du tout. C'est un vieux discours, ça. Mais il faut dire, les crises politiques, on impose leur propre loi. C'est-à-dire, quand il y a une crise là-dessus, normalement, les gens qui sont dans un camp disent on fait front commun et puis on reparlera de nos problèmes après. Donc, je peux comprendre intellectuellement sa position, ce qui me désole. Puis je pense qu'elle avait tort, cela dit, mais je peux comprendre intellectuellement ce qui l'a amené à se taire au printemps dernier. Ce qui me désole, c'est que dès qu'elle démissionne, finalement, elle nous dit, elle décide de porter une tenue angélique en disant « Oui, j'ai fait la bataille, mais aujourd'hui, je voudrais qu'on se rappelle que je suis une bonne fille, que je suis intégralement démocrate, que je n'avais rien à voir avec Gabriel Nadeau-Dubois. » Autrement dit, elle veut à la fois la bonne réputation et elle voulait le thrill de l'action. À un moment donné, là-dessus, c'est ça qui est un peu choquant. Et il n'y a même pas de distance. Le jour où elle démissionne, elle se renie. C'est quand même singulier. Il y a Émile Grelot sur notre page Facebook qui écrit pourquoi elle n'a pas dénoncé, pourquoi elle ne s'est pas dissociée de l'Atlas. Eh bien, tout simplement parce que le mouvement aurait perdu la face devant la population et les gens se seraient empressés de discréditer le mouvement étudiant. Est-ce que je fais preuve d'angélisme, Dominique, en disant qu'elle aurait dû se dissocier de la classe parce que, comme Mme Grelot écrit, là, tout le monde serait tombé sur la patate du mouvement étudiant en disant « Ah, vous êtes divisés, vous n'êtes pas d'accord. » Il était comme obligé d'être solidaire, veut pas. Bien, c'était devenu plus gros qu'elle, là. C'était devenu très gros avec les centrales syndicales à l'arrière. T'sais, elle ne voulait pas passer pour la casseuse de party non plus, là, avec la FTQ, la CSN qui payait les autobus. T'sais, c'était rendu gros à quelque part. Elle pouvait pas, elle, aller accorder une entrevue dans le Devoir, là, pour casser le party. Je la comprends un peu d'avoir été intimidée, bien que ça ne soit pas son langage, là. La machine était trop grosse. Mais je trouve ça désolant. Ouais. Écoutons Léo Bureau-Blouin. Il parle comme un vieux politicien, puis elle s'est comportée comme une vieille politicienne. Mais c'est assez désolant. Le vrai politique, le vrai stratège de ce printemps, il faut le redire, quitte à s'en désoler, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. C'est-à-dire qu'il était capable d'imposer sa ligne, qui était capable d'imposer une solidarité presque forcée à des gens qui n'en voulaient pas, qui était capable de faire endosser par plusieurs des actes de violence. C'est-à-dire non pas que les autres disaient on est d'accord avec la violence, mais on mettait toujours en équilibre ce qu'on appelait la répression policière et quelquefois la violence des casseurs. Donc celui qui a été le véritable chef politique de ce printemps, on s'en doutait, mais on en a la confirmation, c'était Gabriel Nadeau-Dubois. On s'en surprendra pas, c'était le plus charismatique, celui qui parlait le mieux. Il avait cette qualité. Mais notons qu'il a réussi. Il a gagné. Ça, c'est quand même singulier. Il faut le noter. C'est un des gagnants du printemps dernier. Le plus habile, parce que la ministre Beauchamp disait « On n'invitera pas la classe à la négociation. » Mais finalement, ouais, on va l'inviter, finalement, Gabriel Nadeau-Dubois et la classe. Donc, il était très fort. Il a réussi à être influent même auprès du Parti libéral à l'époque. Mais écoute, j'écoutais Martine Desjardins tantôt à Mario Dumont, puis elle disait les associations étudiantes, quand c'était le temps de dénoncer la violence policière, parce qu'il y en a eu, on disait pas il faut retourner vers nos membres, savoir ce qu'ils en pensent. On dénonçait la violence policière. Elle a dit Gabriel Nadeau-Dubois aurait dû aussi dénoncer de façon aussi prompte la violence au sein de ses propres troupes. Mais oui. Pourquoi d'abord? Pourquoi elle l'a pas fait? Pourquoi elle s'est pas dissociée? Je pense que les gens l'auraient suivi, les gens auraient dit « Ah, voici une vraie leader. Elle n'a pas eu peur de se dissocier. » Je crois, cela dit, un mot, qu'il y avait des vraies tensions à l'intérieur du mouvement étudiant au printemps dernier. C'est-à-dire, derrière le rideau, les gens de la FEUC, les gens de la FEC disaient aux gens de la classe « Faites quelque chose, vous faites le bordel, vous êtes ingérables, vous plombez l'association, du moins le mouvement, du moins le croyait-on. » Alors, il y avait ce jeu de coulisses. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'encore une fois, on y revient. Celui qui gagne en politique, c'est celui qui ne se rend jamais souvent. Eh bien, Gabriel Nadeau-Dubois a réussi à imposer sa définition du conflit. Et c'est pas pour rien qu'on a parlé non plus d'une crise étudiante, mais d'une crise sociale. Écoute, Dominique, là, elle disait qu'il s'invitait littéralement. Là, des fois, il s'invitait. C'est lui qui tenait l'agenda et les autres étaient à côté de lui. Léo Bureau-Blouin, Martine Desjardins souriaient, puis tout ça, alors que c'est lui qui menait le bateau directement. Et ces deux-là n'étaient pas d'accord avec ses stratégies, mais disaient rien pour ne pas faire de mal au mouvement. Tu te dis, à un moment donné, si vous n'étiez pas d'accord du tout avec les stratégies, si tu pensais que ça nuisait au mouvement, pourquoi tu ne l'as pas dit? On a peut-être affaire à des pleutres ici. Il y a même Gabriel Nadeau-Dubois qui a pris ses distances
d'avec Gabriel Nadeau-Dubois dans l'entrevue qu'il a accordée au franc-tireur en disant « Ouais, mais là, je l'avais dit à mes chums, ça n'a pas de bon sens de lancer des pavés parce que ma mère avait à l'hôpital. » Tu sais, l'histoire de la manif autour du centre des congrès. Mais même moi, je n'étais pas d'accord, mais je pouvais pas le dire. J'étais juste un porte-parole. Donc, même Gabriel Nadeau-Dubois veut prendre ses distances de lui-même. Ça va pas bien, mais il faut dire, hein, il y avait au printemps dernier, il y avait des éléments radicaux, très radicaux, qui avaient réussi à s'emparer, sinon de la classe, à tout le moins de l'orienter. Et puis, c'est un de ces moments de crise politique dans une société où la discussion n'est plus entre gens raisonnables de différents camps, mais où une petite minorité parvient à prendre en otage le débat public. Évidemment, on ne peut pas réduire la crise à ça, mais c'était présent. Mais ce que j'en reviens pas, c'est quand il y avait des gens l'année passée, des chroniqueurs comme moi, par exemple, qui dénonçaient le radicalisme de certains militants, ces porte-paroles-là qui aujourd'hui se dissocient totalement de ces gens-là, ces porte-paroles-là me disaient et nous disaient à nous chroniqueurs, « Oh non, c'est pas vrai, vous dites ça, mais c'est une infime minorité, ils font pas partie de nos troupes, on peut pas les contrôler, alors qu'eux-mêmes trouvaient que ça avait pas de bon sens. » C'est ça qui est incroyable, c'est ce double discours-là. On s'en va tout de suite à la pause. Et d'ailleurs, parlant de manifestation, là, on veut peut-être remettre en question cette loi-là là, qui interdit le port du masque lors des manifestations à Montréal. Est-ce qu'on devrait laisser Arnako Panda? Regardez ça, là. Qu'est-ce que l'image de Lafrenière, le chef de police avec une balle dans la tête, faisait sur sa tête? Bref, on en parle après la pause. Devrait-on permettre à Arnako Panda puis l'autre, la banane, là, de garder leur costume lors des manifestations? En tout cas, Projet Montréal voudrait s'attaquer à cette loi interdisant les manifestations masquées. Est-ce qu'on peut revenir à l'image qu'on voyait tantôt du panda lors des manifs? Parce que notre réalisateur Jérôme a vu quelque chose que je trouve assez hallucinant quand même sur la tête du panda. Vous savez qu'on lui a enlevé sa tête, s'en est fait venir une autre parce qu'il veut à tout prix être masqué. Mais regardez ça. Alors, est-ce que c'est lui, parce que c'est un prof de philosophie, du Cégep Maisonneuve qui est en dessous de ça. Alors, est-ce que c'est lui qui a décidé de mettre ça sur la tête, sur sa tête, c'est-à-dire le graffiti de Yann Lafrenière, le chef du poste de police, du chef de police de Montréal avec une balle dans la tête, ou c'est quelqu'un qui a collé ça? C'est quand même assez hallucinant qu'un prof de philo se promène avec une image du chef de police avec une balle entre les deux yeux. C'est quand même assez incroyable. Du porte-parole de la police, pardon. Alors, est-ce qu'on devrait permettre les manifestations masquées? Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? La question du masque dans les manifestations, c'est pour nommer un problème qui s'appelle les Black Blocs. C'est-à-dire des gens qui arrivent encagoulés, qui arrivent enfoulardés, qui ont la ferme intention de faire du grabuge. Alors, ces gens-là, devrait-on empêcher les Black Blocs de foutre le bordel dans une manifestation? Absolument. Mais là, le piège qu'on cherche à tendre à ce règlement, c'est on dit, oui, mais que faites-vous du foulard s'il fait froid? Que faites-vous de la manifestation festive si jamais il faut tourner les choses en ridicule? Et là, j'ai l'impression qu'on cherche finalement à discréditer un règlement légitime sur le masque dans les manifestations qui vise finalement à dire, vous allez dans l'espace public, allez-y publiquement. Qu'est-ce que ça veut dire aller publiquement? C'est se dévoiler, c'est montrer son visage. Et ce qu'on cherche à dire finalement, on cherche à exécuter le règlement par le ridicule, mais le ridicule, finalement, c'est quelquefois, ça se retourne contre soi. Hein. Ce qu'on voit, c'est des gens qui veulent à tout prix contester les lois, des gens qui veulent à tout prix contester l'ordre social jusqu'au ridicule, et ça devient choquant. Dominique, OK, en théorie, mettons, il y a une manifestation pour le droit des gays et des lesbiennes. T'es gay, tu ne l'as pas dit à ta famille, tu ne l'as pas dit à ton employeur, mais tu trouves ça important de marcher dans la rue, tu y vas masqué. Est-ce qu'on devrait t'obliger à te démasquer, à montrer ta face? Question théorique, mais je te pose la question. Question de jugement. Il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. Je suis pas certain qu'il va y avoir 5-6 polices après moi pour tenter de m'arracher mon masque de clown ou mon foulard ou whatever parce que je veux me cacher. Tu sais, il y a le contexte également. Tu me parles de la parade gay, c'est un contexte festif. Bon, il y a des gays, des queers qui mettent des grosses bottes, etc. C'est un peu clownesque, la patente. Dans le cas bien précis, c'est pour aider à identifier des gens qui sont peut-être criminalisés ou qui sont criminalisables. Et l'histoire du panda, pour revenir à ça, là, y a-t-il moyen de pousser l'enquête un peu plus loin? On parle quand même d'un prof payé par nos taxes qui enseigne à des jeunes, mais qui se promène avec la photo d'un gars qui a une balle dans la tête. On a toujours bien mis à l'amende une fille qui n'avait pas peinturé ça sur un mur, qui avait distribué ça
sur son téléphone. On a toujours bien arrêté. Mais là, on parle d'un prof encore, d'un prof de cégep. Ça, c'est épouvantable. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de manifester masqué? Je sais pas, mettons, tu manifestes contre la réforme de l'assurance-emploi, tu as un masque de Stephen Harper sur la face. Est-ce qu'on ne devrait pas permettre ça aussi? Mais c'est à ce moment-là que le discernement est important. C'est-à-dire, il y a un contexte festif quelquefois. Il y a d'autres fois un contexte de caricature. Oui, mais Mathieu, si la loi dit que tu as un masque ou tu n'as pas de masque, la loi ne commence pas à tenir compte du contexte. Non, mais les lois sont faites et appliquées par les êtres humains. Et par définition, il y a à un moment donné l'exercice du jugement. Quand on voit des gens arriver avec ce qu'on pourrait presque appeler l'uniforme du Black Bloc dans les manifestations, c'est quand même un signal clair qu'il va y avoir de la casse, probablement. Eh bien, dans ce cas-là, il devrait être possible, les méthodes policières d'ailleurs s'ajustent, vous le noterez selon les circonstances, pour empêcher certaines personnes de prendre en otage une manifestation, de la détourner et ensuite de provoquer des troubles sociaux, des troubles urbains. Alors, une fois que c'est dit comment distinguer un cas de l'autre, il faut justement éviter d'avoir des règles trop rigides, des règles trop sévères, ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de règles. Lorsqu'ils ont manifesté tout nus, Dominique, ils ont-tu eu une contravention pour obscénité? J'ai vu du monde avec de drôles de robes de chambre en ratine. J'aurais mis des amendes personnellement, mais la police du bon goût, je suis contre ça. Écoute, pour revenir sur Martine Desjardins, Gabriel Nadeau-Dubois a répondu à Martine Desjardins sur Huffington Post, le site. Alors, je vais vous en citer un extrait. Il dit, et ça, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui écrit ça, il est dommage que celle qui critiquait la petite politique du gouvernement libéral de Jean Charest décide, au moment de tirer sa révérence, de cracher dans la soupe de cette manière. Sans mauvais jeu de mots, cela manque un peu de classe. Cette grève et ses succès n'appartiennent à aucune organisation ni à aucun leader. Elles appartiennent aux centaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes qui se sont mobilisés. Alors, Mathieu Bock-Côté, il n'est pas content, lui, de se faire critiquer comme ça. Mais notez, il n'a pas complètement tort ici quand il dit ça manque de classe. C'est-à-dire, quand Martine Desjardins, si elle avait une volonté de marquer son désaccord, il y avait les événements pour le faire. C'était la crise, c'était le moment où c'était pertinent. Mais avoir tenu la ligne pendant la crise, puis c'était légitime. Quand il y a une crise politique, il arrive qu'on se pile un peu sa conscience parce qu'il y a un objectif. Mais qu'au moment de démissionner, dans le calme, après la tempête, quand ça va bien, puis elle veut néanmoins avoir une carte de bonne conduite en disant « Sachez néanmoins que j'étais la bonne fille et la bonne personne », c'est ça qui est choquant. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois a raison d'une certaine manière de dire ça manque un peu de décence. Dominique, comme tu disais, c'est trop tard. Soit pendant la crise, tu te dissocies, soit après, tu te la fermes. Et tu es d'accord avec ça? C'est ça, exact. Mais là, elle a surfé sur la classe. C'était le fun de se coller à GND qui faisait des entrevues aux 2 jours avec Anne-Marie Dussault et ses amis. C'était le fun de profiter de ça, de ce buzz-là. Mais là, la fille, elle commence à faire des CV pour se chercher une job. C'est ça l'histoire. Fait que ça paraît pas trop bien de se faire questionner sur GND en entrevue. Fait que tout de suite, elle prend le contrôle de l'initiative et prend ses distances. Parce que je peux pas croire qu'elle va être étudiante de manière éternelle, cette fille-là. Il faut qu'elle cherche une job. Elle est en train d'écrire un livre là, sur le crise. Elle écrit un livre puis elle envoie des CV. Donc, elle prend ses distances pour trouver une job. C'est ça l'histoire. On s'en va à la pause. Est-ce que les Anglos ont raison de dire qu'ils ne se sentent pas bien accueillis chez eux au Québec? On en discute aussi avec vos commentaires.